du webinaire. Pour ce qui est donc de la programmation de la séance, elle se déroulera donc sur 3 temps. Une première session, les présentations dureront chacune 25 minutes, comptant donc le pitch de chacun et chacune des doctorants, puis une session de 10 minutes de questions avec les membres du jury, un temps de questions-réponses avec le public où là, nous reprendrons les questions que vous nous avez posées. Nous espérons que cet atelier vous satisfera, que vous le trouverez intéressant. Je laisse la parole tout de suite à Madame Cécile Boreil, responsable de la Cité de la Solidarité internationale. Merci beaucoup, Driss. Nous sommes aujourd'hui, déjà merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints sur cet atelier doctoral 100% digital. Il faut savoir que c'est la troisième édition de l'atelier doctoral de la Cité de la Solidarité internationale. Un premier atelier a été organisé en 2018. Sur le sujet de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les secteurs de l'humanitaire et du développement. Un second sur ce qui concernait la construction durable et innovante, pareil, dans ces secteurs de l'aide d'urgence et de l'aide au développement. Et puis cette année, nous avons décidé d'orienter cet atelier doctoral sur les migrations environnementales. Alors peut-être un mot sur la Cité, sur sa mission et comment finalement cet atelier doctoral s'inscrit dans la mission de notre Cité. Donc la Cité est une organisation qui est basée à Annemasse, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc en Haute-Savoie, à la frontière suisse, à la frontière avec Genève, qu'on voit depuis nos fenêtres aujourd'hui. La Cité, c'est une organisation qui est avant tout, qui se définit comme une plateforme transfrontalière d'appui aux acteurs de la solidarité internationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, une plateforme transfrontalière, ça veut dire que notre périmètre d'action va de la Haute-Savoie, de ce qu'on appelle le bassin genevois, c'est-à-dire nord de la Haute-Savoie, Jura et Ain, côté français, mais également la Suisse romande, donc côté suisse. On appuie ces acteurs de la solidarité internationale, donc encore une fois, on englobe des acteurs plutôt d'urgence et des acteurs de l'aide au développement, dans leurs projets, dans la mise en œuvre de leurs projets, dans la mise en œuvre de partenariats, de mise en synergie entre eux, puisqu'on est convaincu que c'est à travers le multipartenariat à la Cité qu'on arrive à faire des projets durables, pérennes, qui ont du sens voilà, dans ce secteur qui évolue en permanence. La Cité s'adresse donc aux actuels acteurs de la solidarité internationale, mais également aux futurs acteurs de la solidarité internationale. Par futurs acteurs, j'entends bien entendu les personnes qui sont en formation, donc les étudiants dans les nombreuses formations, nombreux masters aujourd'hui qui existent dans le secteur de la SI, mais également des jeunes diplômés, des personnes en reconversion professionnelle et également les doctorants qu'on a aujourd'hui, puisque l'une des missions que s'est fixée la Cité de la Solidarité internationale, c'est véritablement de favoriser les ponts entre le secteur de la recherche et celui de la pratique opérationnelle, celui du terrain. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir à la fois des acteurs plutôt du monde universitaire, mais également des personnes qui agissent sur le terrain au quotidien et qui vont pouvoir partager avec nous aujourd'hui leur vision et l'apport finalement que peuvent avoir ces recherches a priori théoriques, et je mets des guillemets à ce théorique, dans leur travail de tous les jours. Voilà, je ne le fais pas plus long. Je vous rejoindrai tout à l'heure sur les sessions de questions-réponses ouvertes au public. Et puis, je laisse désormais la parole à Nordine, qui sera notre modérateur et qu'on a le plaisir d'avoir comme modérateur aujourd'hui. Je te laisse la parole, Nordine. Merci beaucoup, Cécile. Merci à la Cité de la Solidarité internationale d'avoir organisé cet atelier sur une question qui est très, très importante et sur laquelle on a pas mal de choses et j'espère qu'on va pas mal échanger sur ces questions-là aujourd'hui. Je remercie également les membres du jury, les doctorants et les doctorantes qui nous présentent aussi leurs travaux et les participants et les participantes à cet atelier qui est effectivement distanciel. Vu les et vu la pandémie. Donc, je m'appelle Nordine Drissi, moi je suis consultant, je suis directeur d'un cabinet d'expertise sur les questions plutôt d'état de droit de l'homme, des questions humanitaires et du lien entre les droits de l'homme et les élections. Mais je regarde aussi de près les questions de migration internationale.
Et je suis aussi, ma deuxième casquette, représentant associatif, puisque je suis le président d'une association qui s'appelle Planète Réfugiés et Droits de l'Homme, qui travaille sur le droit d'asile en particulier, mais aussi sur d'autres questions, notamment la question de l'inclusion des personnes handicapées dans les processus politiques. Et c'est à ce titre que j'interviens donc comme modérateur dans cet atelier doctoral. Peut-être je vais laisser graduellement la parole aux différents membres du jury pour se présenter. Peut-être qu'on peut commencer par Pierangela, si c'est possible. Je m'appelle Pierangela Fontana, je suis coprésidente du Fonds associatif Non-Violence 21, qui est une organisation qui a de but de financer des projets à caractère non-violent et de promouvoir concrètement la culture de la non-violence en France, mais aussi dans le monde en général. Donc, une petite précision sur le concept de non-violence. Donc, il s'agit à la fois évidemment d'une exigence philosophique, mais c'est surtout une stratégie de lutte et de résistance et une méthode de résolution des conflits. Et c'est pour cela que je suis aussi intéressée aux questions de migration environnementale qui cachent aussi derrière des questions relatives à la recrudescence de conflits. Et pour précision, Non-Violence 21 soutient aussi l'intervention civile de paix qui s'est développée sur le terrain dans les années 80 et qui est considérée comme une alternative aux interventions militaires, en particulier dans des contextes de prévention de conflits et de post-conflits. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous pour apprendre et partager des thématiques que vous proposez, vous les doctorants et doctorantes. Et juste une précision aussi, que j'ai une deuxième casquette dans le cadre du programme Génération Climat, pour lequel je m'occupe de la partie communication, mais je laisserai plutôt mon collègue David présenter la partie Génération Climat. Et à tout à l'heure dans les échanges. Merci beaucoup, Pierangela. Peut-être qu'on peut passer la parole à Valérie. Donc Valérie Léon, moi je suis chargée de recherche, d'évaluation et de formation au groupe URD, qui est un institut de recherche opérationnelle spécialisé sur les politiques et les pratiques humanitaires ou de l'aide internationale au sens large, puisqu'on s'est beaucoup intéressé depuis notre fondation dans les années 90 au lien urgence-développement. Au groupe URD, moi je me suis spécialisée sur les questions de résilience et de migration, même si je suis amenée régulièrement aussi à intervenir sur des évaluations ou des analyses stratégiques multi-pays pour des bailleurs de fonds, des banques de développement, des gouvernements. Voilà, et juste un petit retour aussi sur mon expérience, parce que je n'ai pas qu'une expérience de chargée de recherche au groupe URD depuis 2012 maintenant. Auparavant, j'ai surtout eu une pratique d'humanitaire terrain avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, dans différents contextes, des situations de conflit, post-conflit, mais aussi suite à des catastrophes naturelles. Sur divers continents, Balkans, Caucase, Asie, Amérique latine surtout, mais aussi un peu en Afrique de l'Est. Et pour le CICR, j'étais spécialisée sur les programmes de sécurité économique. Voilà, avec initialement une formation en sciences économiques et sciences politiques. Voilà, je suis ravie aussi d'échanger avec des personnes, des doctorants qui se penchent sur des cas d'études très concrets, très pointus. Et voilà, au plaisir de nos échanges. Merci. Très bien. Alors, donc, je m'appelle David Mainda Kitoko. D'abord, merci à la Cité de m'avoir convié à cet webinaire et merci à Pierangela du coup m'avoir donné la passe pour parler de Génération Climat. Je suis ici en tant qu'ambassadeur Génération Climat. Génération Climat est un programme lancé par la Fondation Nicolas Hulot en partenariat avec le Forum pour à la fois sensibiliser les jeunes, je crois entre 15 et 35 ans, sur les problématiques environnementales, mais également leur donner
les inciter en quelque sorte à agir ou en tout cas leur donner un coup de pouce s'ils sont déjà dans la démarche, enfin, dans l'action. Donc voilà, alors je suis ambassadeur parce que j'ai été lauréat justement de ces programmes il y a de cela 2 ans, lauréat parce que je suis président d'une association qui s'appelle Génération Lumière, qui est une association qui travaille entre la France et la région des Grands Lacs africains, c'est-à-dire RDC, Rwanda, Burundi. On a choisi plutôt ces 3 pays, mais avec une priorité sur la RDC. Euh, donc, en France en France, la priorité elle est sur les 2 terrains, donc France, région des Grands Lacs, RDC prioritairement. En France, on essaie de faire d'une façon différente. C'est-à-dire qu'en France, on va plutôt faire des conférences, des arbres à palabres, des débats sur la thématique de la consommation, notamment des nouvelles technologies, c'est-à-dire questionner ce qui se trouve derrière les nouvelles technologies, à savoir les minerais, et essayer de montrer quelles sont les problématiques géopolitiques que ça cause dans la région des Grands Lacs, montrer qu'il y a également des problèmes environnementaux, des problèmes politiques et économiques qui en découlent en quelque sorte. Et dans la région des Grands Lacs, donc à RDC, on va être plus dans l'action concrète, palpable, mais d'abord et avant tout, toujours la conscientisation au sein des milieux scolaires. Puis, on va être dans le palpable. Les exemples que j'ai sur les actions concrètes, c'est entre 2018 et 2019, grâce au coup de pouce de Génération Climat, on a pu faire 25 000 arbres dans une petite ville qui s'appelle Ouvira, au sud Kivu de la RDC. On a pu également mettre en place un programme de fabrication de poubelles publiques avec les habitants de cette même ville. Voilà grosso modo ce qu'on fait. Et donc, je suis le président de cette association depuis 2017. Je tiens à le dire, préciser, du coup, ça va avoir un intérêt pour les discussions, parce que je suis réfugié en France et les membres fondateurs de cette association sont, on va dire, en quelque sorte, certains ont un parcours d'immigration ou sont binationaux ou, comme moi, sont carrément réfugiés politiques en France pour les coups. Et là-bas, bah, du coup, sont congolais ou en tout cas des jeunes de la région. C'est important pour nous de faire les liens parce que quand on parle de la question environnementale, souvent ça paraît abstrait pour certains, mais le fait de se dire que nous sommes des témoignages vivants finalement de cette problématique-là permet de mettre des visages sur ces questions-là. Voilà grosso modo ce que nous sommes et ce que nous faisons et le fait que je sois ici aujourd'hui. Voilà. À tout à l'heure dans les discussions. Merci beaucoup, David. On va maintenant passer la parole à Atle. Atle, it's your turn. If you could also introduce yourself. Thanks a lot. Fantastic. So good afternoon, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de vous parler en anglais, mais mon français est très rouillé, ne me permet pas d'avoir une conversation professionnelle. Je suis très honoré d'être avec vous cet après-midi. Merci d'avoir organisé tout cela et de m'avoir invité. Je suis responsable de la plateforme des désastres ici à Genève. Nous avons un mandat très spécifique. Donc, nous avons un système de présidence tournante et en ce moment, c'est la France. Et nous avons parmi les membres la communauté européenne. Nous devons protéger, nous devons travailler avec l'agenda de protection. Et au cœur de cette initiative, il faut trouver des solutions pour mieux protéger les personnes qui doivent se déplacer de par les conflits, à cause des conflits. Donc, nous
essayons de trouver des réponses aux loopholes juridiques qui ne permettent pas toujours d'avoir des solutions concrètes. Donc, nous lançons des discussions avec les différents gouvernements afin de gérer les risques autant que faire se peut. Nous sommes très actifs dans les actions de protection du climat. Ça, c'est mon background. Donc, je travaille pour en fait les États, mais je suis un spécialiste de sciences politiques. J'ai déjà travaillé pour les Nations Unies, mais aujourd'hui, je vous parle en tant que responsable de mon association. Merci beaucoup. Atle reprendra la parole durant la session 1 sur le cadre légal et la gouvernance, donc le premier atelier qui portera sur, encore une fois, le cadre légal et la gouvernance. Catherine Whittle-de-Wenda nous a rejoint. Vous présentez juste en quelques mots, puisque tout le monde a eu l'occasion. À Sciences Po, Merci. spécialiste des migrations internationales. Donc, c'est à ce titre que j'interviens dans cet atelier doctoral. Je souhaiterais juste apporter peut-être, pour en donner un cadre général commun à ces trois thèmes et donc à ces 6 interventions, revenir sur un certain nombre de marqueurs qui me semblent importants pour remettre les 6 interventions, les 3 thèmes sur la question des réfugiés environnementaux en perspective. J'ai 3 points principaux. Le premier, c'est le fait que selon l'analyse des Nations Unies, et en particulier du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, il y a près, même si les statistiques peuvent varier d'une source à l'autre, mais il y a près au moins de 250 millions de personnes qui seront amenées à se déplacer en 2050 en raison d'un environnement dégradé. Ces mouvements de population, ils sont donc du fait d'un environnement dégradé, ils sont consécutifs à un certain nombre de facteurs, des catastrophes naturelles qui peuvent être récurrentes, des dégradations qui touchent l'environnement ou des catastrophes climatiques telles que la désertification, la sécheresse ou encore l'augmentation du niveau de la mer. Un point qu'il est important également de mentionner dès le départ, c'est que ces migrations sont principalement internes, donc à l'intérieur des mêmes territoires avant tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la question du changement climatique et des déplacés ou réfugiés, on reviendra sur l'enjeu sémantique environnementaux, un impact un grand nombre de territoires et de plus en plus, mais un impact de façon cruciale un certain nombre d'États, et en particulier les États archipélagiques du Pacifique, tels que l'archipel des Tuvalu, et qui menacent parfois l'existence même de ces territoires du fait de la montée des eaux. Et les migrations environnementales, dans ce cadre-là, elles peuvent apparaître comme la solution de la dernière chance ou de survie face à des enjeux climatiques majeurs. Sur ce plan-là, j'ai mentionné l'archipel des Tuvalu, mais on a aussi, par exemple, les îles Kiribati. Je mentionne les îles Kiribati puisque sur le plan juridique, il y a eu un développement intéressant au début 2020 dans une affaire qui opposait un réfugié Kiribati qui se trouvait en Nouvelle-Zélande et sur laquelle qui a été portée au Comité des droits de l'homme des Nations Unies et sur laquelle le Comité des Nations Unies a statué sur un fait très important qui est l'obligation de ne pas refouler ces personnes, donc ce monsieur en question, de ne pas refouler les personnes qui ont été contraints, donc contre leur gré, de partir de leur pays d'origine pour des questions environnementales, qu'il y avait une obligation de non-refoulement de ces personnes qui sont parties sur des motifs qui sont liés aux effets néfastes du changement climatique. Donc c'est une avancée assez importante sur le plan du droit qu'il faut mentionner. Troisième point, le changement climatique, c'est également un accélérateur de fragilité économique, fragilité politique, fragilité économique, sociale et institutionnelle. Les personnes qui sont les plus menacées par ces changements climatiques, qui sont donc souvent contraints de partir de leur pays, vivent dans des contextes les moins développés, où on a des capacités de prévention, d'adaptation et de réduction des effets du changement climatique qui sont structurellement faibles. Alors parfois,
certaines populations décident de ne pas bouger. On le verra sur une des dernières présentations des doctorantes sur le cas du Tadjikistan, qui est très intéressant. Et il faut également mentionner que ces migrations environnementales, elles sont rarement le fait d'une cause unique. Ce sont des causes multifactorielles, complexes, et que dans ce cadre-là, le changement climatique constitue une trappe à fragilité. Dans les travaux qu'on va avoir, les 6 doctorants qui vont nous exposer sur des sujets assez variés, on va avoir en gros 3 approches. Une approche comparatiste juridique comparatiste, une approche géographique, une approche que je qualifierais de sciences politiques, médiatiques, politistes en tout cas. Ces travaux, et c'est vraiment une opportunité et une chance de pouvoir se réunir aussi sur ces différents thèmes. Ils mettent en valeur un nexus très important entre la question de la migration environnementale et la question majeure aujourd'hui des enjeux de la réalisation des objectifs du développement durable, donc les 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés en septembre 2015 et qui font suite aux OMD. Et les travaux de recherche en fait présentés, j'essaie de répertorier, je ne vais pas tous vous les mentionner, mais ils sont assez transversaux dans le sens où on retrouve dans ces 6 les éléments qu'on a eus sur ces 6 travaux, un grand nombre en fait, d'objectifs de développement durable qui vont de la question de la pauvreté, du travail décent, des inégalités réduites, évidemment l'égalité femmes-hommes aussi, la question de la vie aquatique, la vie terrestre, paix, justice, institutions efficaces également, puisqu'il y a une approche juridique aussi, et celle du partenariat. Ce qu'on va avoir aussi, et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des exemples qui sont variés, on a aussi des exemples de stratégies sur des stratégies de résilience face aux enjeux climatiques, donc des coping mechanisms qui sont très, très variés. Et on va également aborder, je pense, la question du positionnement des acteurs internationaux, nationaux, et de celle des personnes qui sont directement donc, impactées par cette migration environnementale. Donc, on a dans cet atelier un certain nombre d'enjeux. On a un enjeu de définition, un enjeu thématique. Le réfugié en tant que tel, et encore plus le réfugié entre guillemets climatique ou environnemental, n'étant pas une catégorie figée, elle est fonction aussi de la nature des rapports de force au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Moi, dans mon activité passée, j'ai travaillé pendant 4 ans à la Cour nationale du droit d'asile comme juge assesseur, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de récits de vie qui mêlent des considérations économiques, captation financière ou un poste qui est envié, des considérations effectivement politiques et sociales, mais aussi parfois des considérations environnementales. Et qui préside donc à une persécution et donc à l'exil forcé. Donc je pense que c'est très important à mentionner. Donc l'enjeu définition sémantique, l'enjeu juridique en sachant qu'on a une convention, la Convention 4 des Nations Unies sur le climat de 1992 qui ne définit pas en fait ce que c'est qu'un réfugié environnemental ou climatique aujourd'hui. Je reviens sur le fait aussi que la Convention sur le statut des réfugiés de 1951, elle ne retient pas une dimension dans la définition juridique de ce qu'est un réfugié. L'article 1 de cette Convention, elle ne définit pas, elle n'inclut pas la dimension environnementale ou climatique dans une possible cause de persécution. Et le pacte mondial, donc décembre 2018, sur les migrations surordonnées et régulières, de même, ne définissent pas, c'est pas l'objet forcément de ce pacte-là, mais ne définissent pas non plus le réfugié climatique ou le réfugié environnemental. Donc, il y a tout un champ, un véritable enjeu de sémantique définitionnelle, un enjeu juridique et évidemment un enjeu humain très, très fort, qui transparaît dans les 6 travaux qui vont nous être présentés. Et donc, justement, ces travaux vont nous permettre de mettre en perspective toutes ces observations, j'espère, et de nourrir notre réflexion sur un des enjeux globaux que moi, à titre personnel, je vois comme un des enjeux globaux majeurs de notre siècle. Voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer la parole, si Cécile, c'est bien pour toi, la parole à Atle pour introduire le premier panel. Oui, c'est parfait. Merci Nordine pour cette introduction. I wanna go where the moon shines
star.